Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hors-jeu Capital. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnel, nous sommes trois. Hugo n'étant pas disponible aujourd'hui parce qu'il travaille et qu'effectivement, on joue rarement le vendredi, donc on fait rarement des débriefs le samedi. Donc voilà, ça c'était pour, c'était pour l'introduction. Je vous présente mes deux camarades qui sont là toutes les semaines. Tout d'abord, Yacine Amned. Yacine, comment ça va? Salut à tous, ça va bien, merci. Ça va bien après cette victoire 6-1? Ouais. Tout va bien. C'était quoi qui était intéressant? C'était l'avant-match ou l'après-match ou le match? On Euh, va en parler bon, tout de suite. le match, il n'était pas hyper intéressant, même s'il y a des choses à dire. Mais l'après-match, bah, ils nous ont animé la journée, quoi. C'est ça. Secret du PSG. Bon, je ne présente plus Nicolas Puravo. Nicolas, comment ça va? Salut à tous. Salut, ça va? Écoute, super. Samedi, je suis étonné d'être là, mais voilà, je me suis levé juste à l'heure, c'était nickel. C'est vrai, fatigué? Une courte nuit? Bah ouais, ça a été le feu hier soir, hein. Ta coupe de cheveux peut en témoigner, c'est vrai. Écoute, je vais chez le coiffeur demain, là, chez ma belle-mère, donc profitez bien, c'est terminé. À partir de lundi, j'enverrai une photo sur Twitter, tiens. Oh, ça marche. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous présenter le programme. On va tout d'abord revenir évidemment sur le match, la victoire 6-1 du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va revenir sur les déclarations de Leonardo, qui a répondu à Thomas Tuchel. Et on terminera un mot sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va essayer de faire tenir tout ça dans une heure. C'est pas évident, mais on va essayer. Alors, tout d'abord, le match hier. Donc, le PSG a affronté au Parc des Princes le SCO d'Angers. Victoire 6-1 avec des buts de Neymar, Mbappé, Gay et Verratti. Et Florenzi. Magnifique but de Florenzi. Tout d'abord, messieurs, je vais te donner d'abord la parole à toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu as pensé du match dans sa globalité? Bah écoute, bon petit match qui confirme la montée en puissance du PSG. Après, c'est toujours délicat ce genre de rencontre contre une équipe qui joue aussi bas et qui n'attend que les deux trois contres possibles. Donc, plutôt satisfait de l'efficacité offensive retrouvée, satisfait également de voir qu'il y a eu quelques mouvements collectifs intéressants. Après, c'est un match qui reste sérieux et qui en appelle d'autres, mais sur lequel c'est difficile de vraiment s'appuyer parce qu'encore une fois, l'opposition fait que c'est tellement facile ce genre de rencontre pour un pari concerné comme hier que c'est pas forcément le genre de match sur lequel on peut se projeter sur l'avenir. Yacine, hier, Angers, on l'a vu dès le début du match, hein, a joué avec une ligne défensive derrière, avec 5 joueurs, plus une ligne de 4 au milieu, donc c'était une sorte de 5-4-1. Donc, on a tout de suite deviné les intentions de Moulin. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match dans sa globalité, avec, comme l'a dit Nicolas, une équipe, encore une fois, qui est venue pour pas prendre de but tout d'abord et peut-être espérer un contre? Euh, alors, dans la maîtrise, ça a été bien. Dans le sérieux, bon, toujours des choses à dire, mais c'était plutôt bien. Après, moi, je suis déçu de l'animation offensive malgré tout, parce que elle a reposé beaucoup sur des exploits individuels et pas sur des mouvements ou des échanges. Et il y a un truc qui m'a interrogé, c'est ce positionnement un peu d'Icardi. Alors, je ne sais pas si c'est Draxler qui est trop rentré à l'intérieur et donc qui a obligé Icardi à s'écarter, ou est-ce que c'était réellement ce qu'a demandé Tourelle, à savoir que ce soit Neymar qui soit vraiment plus axial et Icardi qui fasse des appels sur les côtés. Moi, je suis désolé, Icardi, ça fait quand même plus d'un an qu'il est là. Ça fait un an qu'on répète que c'est un attaquant de surface, que c'est un mec qui finit les actions. Et là, carrément, alors, on l'avait utilisé, enfin, il n'est pas vraiment recherché dans les matchs. Et là, carrément, on le retrouve pratiquement sur le côté droit. Bon, je crois que, enfin, s'il y en a un qui pouvait avoir ce rôle-là, le plus, c'est Cavani. Donc Parce que toi, finalement, c'est vrai qu'on en a parlé hier, toi, tu as vu plutôt Icardi se déporter sur le côté droit. Moi, je en première n'ai pas mi-temps, la même sensation que toi, en fait. C'est pour ça que je m'interroge. bah, Alors, Thomas Tuchel a indiqué hier que la consigne, c'était qu'il aille souvent plonger au premier poteau pour libérer quelques espaces. Est-ce qu'il n'a pas simplement écouté les consignes du coach? Moi, je non, pense surtout qu'on l'a moins cherché qu'au dernier match. non, ça, on l'a moins cherché, il n'y a pas de problème. Et j'en ai parlé dans le papier aussi, mais je trouve qu'il y a eu
Icardi, il a fait 3 ou 4 centres, ce qu'il ne fait jamais. S'il a centré, c'est donc qu'il s'était retrouvé là-bas. Et en fait, moi, j'essayais de chercher si c'était réellement Icardi qui devait faire ça, ou s'il le faisait parce que, en première mi-temps, notamment, surtout sur la première période, Draxler a beaucoup joué à l'intérieur du jeu. Du coup, est-ce qu'il est venu occuper cette position parce qu'il y avait un espace qui se libérait par rapport à Draxler, ou est-ce que réellement c'était la consigne de lui dire fais des appels en sortant en fait de l'axe du but? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas les consignes. Mais moi, ça m'a paru quand même étrange. On a vu la même chose avec Mbappé quelque part. À partir du moment où les deux joueurs offensifs de côté, qui étaient hier Neymar et Draxler, viennent entre les deux lignes d'Angers pour demander le ballon, c'est vrai qu'il y a cette tendance à aller chercher l'axe quand même assez souvent, parce que c'est là où tu touches plus facilement le ballon pour ces deux-là. Après, c'est assez logique que les deux attaquants qui sont juste devant se décalent un petit peu sur les côtés. Alors, ça ne choque pas quand c'est Mbappé, parce qu'on sait que côté gauche, il aime bien, parce qu'en plus, ça lui permet de rentrer. C'est vrai que retrouver Icardi côté droit, c'est un petit peu moins habituel. Mais ça lui a aussi permis de trouver des espaces, de partir de plus loin. Alors, je suis d'accord, le fait que ce soit lui à l'origine du centre et pas à la finition, c'est pas l'idéal par rapport à son profil. Mais je pense que tout ça, c'est plus lié aussi à l'adversité, à ce gros bloc d'Angers, à ces 9 joueurs posés dans qui t'obligent vraiment à chercher des espaces ailleurs. Mais du coup, le fait qu'Icardi il se déplace, moi, je trouve ça plutôt positif. Ça veut dire que justement, il reste pas à camper dans la surface, à attendre un ballon qui arrive jamais. Voilà, il se montre disponible sur les côtés. Alors bon, c'est vrai que Icardi qui centre, on aimerait le voir plutôt à la réception. Mais quelque part, je trouve que c'est le jeu d'hier, le match qui amène ce déplacement qui est plutôt naturel du coup. Mais messieurs, une question, parce que sur la compo de départ, on avait l'impression que c'était en tout cas sur la composition telle qu'a été fournie par le Paris Saint-Germain, que c'était un 4-2-3-1. Or, au début du match, on dit que c'était un 4-4-2, mais effectivement, Mbappé était toujours, enfin, s'est toujours déporté sur le côté gauche, comme d'habitude. Et effectivement, alors peut-être que Kikardi, c'est peut-être aussi pour toucher un peu plus de ballons, euh, qui s'est un peu déporté sur le côté droit. Pour vous, messieurs, le schéma d'hier, c'était plus un 4-2-3-1 ou un 4-4-2? Yacine? Alors, ouais, Parce qu'on a vu aussi beaucoup Neymar au milieu, hein. ouais, Enfin derrière les attaquants. je dirais un 4-2-3-1 parce que malgré tout, Neymar a été beaucoup axial. Euh, il s'est même pas. Enfin, surtout sur la première mi-temps. Parce qu'après, il y a eu des changements et il y a eu une réorganisation, tout Oui. ça. Donc, surtout sur la première mi-temps, ouais, ça ressemblait à un 4-2-3-1. Mais encore une fois, moi, j'ai l'impression que. Alors, c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas parler foot. Parce que malheureusement, Thomas Tuchel n'en parle plus beaucoup dans ses conférences de presse. Mais finalement, c'est ça qu'on aimerait savoir. Parce que il y a eu des mouvements, des courses qui pour moi après ressemblait plus à un 4-2-3. Donc oui, sur le positionnement de départ, en tout cas quand on voit le coup d'envoi et qu'on voit les positions, oui, c'est un 4-2-3. Après, dans l'animation, alors effectivement, de toute façon, tu as besoin de bouger, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que réellement c'est préparé? Parce que pour moi, on tombe encore dans faire des différences grâce à des exploits individuels. Moi, j'ai pas vu assez d'échanges de passes rapides. J'ai vu un Neymar qui a beaucoup tenté d'éliminer tout seul et qui a aussi même presque beaucoup tenté de petits ponts carrément. Donc voilà, je sais pas trop. Nicolas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Défensivement, c'est du 4-4-2. En tout cas, on le voit, Neymar, il occupe Oui. son couloir gauche, ça, il n'y a aucun problème. Après, offensivement, j'ai l'impression que de toute façon, c'est même pas le souci de Tourelle sur ce genre de match et sur ce genre de compo. Avec les quatre offensifs, tu sens qu'ils ont une vraie liberté de mouvement, de permutation. Alors, naturellement, Mbappé reste toujours côté gauche parce que c'est là qu'il est bien. Neymar, naturellement, repasse dans l'axe. Draxler, quelque part, c'était la même chose hier, hein. Tu sens qu'il est plus à l'aise dans l'axe. Et puis encore une fois, du coup, Icardi, il allait un petit peu là où il y avait des espaces et là où il y avait personne de son équipe. Donc, c'est vrai que c'est pas évident offensivement de cerner ce schéma. Et comme le dit Yacine, c'est vrai que tu as le sentiment qu'il y a. D'ailleurs, c'est même pas un sentiment, c'est qu'il n'y a toujours pas les schémas de jeu clairs. C'est-à-dire que quand tu relances de Navas, tu sais que jusqu'à ce que le ballon aille dans Verratti, bon, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Après, tu sais que Verratti va chercher Neymar. Et puis après, c'est un petit peu au bon vouloir des inspirations de chacun. Et de temps en temps, c'est plus de l'action individuelle. Moi, contrairement à Yacine, moi, j'ai vu quand même des mouvements, même si ça manquait de vitesse. Mais j'ai vu pas mal de tentatives de combinaison avec Draxler en première mi-temps que j'ai trouvé vraiment intéressant.
Florenzi dans son couloir droit qui a toujours été très très haut, même Baker qui était là aussi. Donc j'ai quand même vu moi des beaux mouvements, des décalages, des centres. Ça manquait de vitesse, mais voilà, tu sens que ça va un peu mieux. Après, est-ce que tout ça s'est préparé, comme le dit Yacine, j'ai pas l'impression non plus. Et Par c'est contre, plutôt. une question sur Draxler, Nico. Bon, normalement, il était censé remplacer Angel Di Maria hier. Angel Di Maria qui joue sur le côté droit en règle générale. Mais moi, je l'ai peu vu sur ce côté-là du Draxler. On a plus vu un Florenzi qui a joué très haut hier et qui parfois a été en difficulté défensivement. Mais c'est vrai qu'il a été, selon moi, plus axial, Draxler. Ouais, mais c'est pas. On peut nous dire ce qu'on veut. Draxler, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qui est dans le cœur du jeu, qui aime toucher le ballon, qui a une facilité technique qui lui permet, sur des doubles contacts, d'éliminer facilement et ensuite de faire des décalages. Moi, je le préfère là d'ailleurs, hein. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que je l'ai plus souvent vu rentrer dans l'axe pour aller chercher Baker que d'aller chercher Florenzi sur sa droite. Ça, c'est le truc un petit peu bizarre. Mais c'est aussi le problème quand tu mets un droitier et que tu lui demandes de rentrer. C'est pas un ailier de débordement, hein. On voit bien que le PSG joue avec des faux ailiers sur les deux côtés, hein. Di Maria, c'est pareil, quand il est à droite, on ne voit pas aller déborder au poteau de corner pour centrer, hein. C'est des joueurs qui naturellement vont dans l'axe. Ça libère les espaces aussi pour les deux latéraux. Quelque part, c'est bien aussi. La seule chose, c'est que comme tu dis, il faut bien compenser derrière à la perte du ballon. Mais hier, il n'y en avait pas beaucoup de pertes de ballon parce qu'il n'y avait, Oui, c'est vrai. il y avait il y avait pas de danger outre mesure. Donc, tu peux, dans ce genre de match, te permettre de mettre plus de monde au centre et d'avoir des joueurs de couloir comme un Florenzi qui gère son couloir seul. C'est pas trop gênant, je trouve. En tout cas, ça a bien fonctionné en première mi-temps. Yacine, concernant ton avis sur Draxler, parce qu'on avait pressenti que le coach allemand allait beaucoup l'utiliser avec. On l'avait déjà vu, ça fait c'est le troisième match où il joue, ou le deuxième match où il joue titulaire, il me semble, hein. Donc nous, on avait pressenti que c'était peut-être une question de mercato pour le montrer. Et puis, il semblerait il revienne tout doucement à son niveau, l'ami Draxler. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi, Yacine? Et est-ce que pour toi, ce que tu as vu hier, bon, ça laisse présager de bonnes choses si Draxler finit par rester au PSG et honorer sa dernière année de contrat? Bah, je vais répondre à la dernière question. S'il a son niveau et qu'il reste, bah, effectivement, c'est très bien. Nous, c'est ce qu'on attend depuis les 6 premiers mois qu'il avait. Je dis ça parce que comme on entend la piste d'Ele Ali n'est pas complètement fermée, etc. Et en fait, moi, je me pose la question. Donc, c'est pour ça que je vous pose aussi la Non, mais question. moi, je me pose pas la question. C'est-à-dire que si s'il faut prendre Dele Alli, je garde Draxler. Tant pis, il va au bout de son contrat et puis au moins, il est au club. On connaît son niveau. Dele Alli, je suis désolé, mais enfin, mon avis, c'est que Dele Alli, ça fait un petit moment qu'il a pas fait des bons matchs. Maintenant, Draxler, c'est ambigu parce qu'en fait, en équipe d'Allemagne, maintenant, il joue plus en numéro 10, comme ça, un peu axial derrière l'attaquant. Par contre, avant, jusqu'à son arrivée au PSG et ses premiers mois au PSG, il jouait enfin, attaquant couloir, mais plutôt côté gauche, justement. À Là, hier, son arrivée, il jouait côté gauche, voilà. effectivement. Et en Mais équipe à d'Allemagne, l'époque, à l'époque, quand il arrive, oui, c'était à l'hiver 2017. 2017. Donc, Ouais. c'est avant les arrivées d'Mbappé Oui, oui. et de Neymar. Et donc, l'équipe joue en 4-3-3. Voilà. Et en équipe d'Allemagne aussi, il jouait à ce poste-là. Donc le problème, c'est que ces derniers matchs, alors après, il y a eu son repositionnement un peu dans les trois du milieu, donc il a déjà commencé à se recentrer. Et aujourd'hui, en équipe d'Allemagne, il joue numéro 10. Donc effectivement, en plus, c'est pas un ailier de débordement, c'est un ailier qui provoque, qui vient faire des 1 contre 1, qui rentre à l'intérieur. Donc là, sur son côté droit, il n'était pas bien. Donc il est vite rentré à l'intérieur. Mais je l'ai trouvé intéressant, moi, dans ce qu'il a proposé. Encore une fois, c'est pas le Draxler des 6 premiers mois, mais c'est pas non plus le Draxler de l'année dernière, par exemple. Donc c'est déjà mieux. La preuve, c'est qu'il est passé devant Sarabia malgré tout sur les derniers matchs. Euh, Maintenant, c'est toujours pareil. Pour moi, le problème, c'est qu'on a trop de joueurs qui se ressemblent. Oui, Et avec le même profil, oui. voilà, et donc à un moment donné, ça fait embouteillage. Donc quand il y en a un qui n'est pas là, c'est très bien parce que on va dire que tu ne changes pas trop de système ou de façon de jouer. Mais quand tout le monde est là, c'est un problème. Hier, Neymar et Draxler, ils se sont quand même un peu marchés dessus. Voilà, après, moi je pense qu'il y a eu des choses intéressantes malgré tout dans le milieu Paredes-Verratti, par exemple. Attends, on va y revenir. Là, on finit sur Draxler et après, on va prendre les joueurs Non, mais au justement, décalé. c'était pour dire parce qu'en fait, eux, ils sont capables de trouver ces deux joueurs derrière la ligne. Et Ouais. donc, ils ont beaucoup trouvé et Draxler et Neymar.
Et c'est pour ça aussi que Draxler est vite venu à l'intérieur, parce qu'il a senti que hier, il y avait cette facilité à trouver derrière la première ligne de 4. Disons que les transitions se faisaient plus facilement avec des joueurs comme Verratti et Paredes. Ouais, plus C'est proprement. une Et très belle transition, comme ça je vais pouvoir lancer Nicolas sur la composition et sur la surprise en effet. Thomas Tuchel a enfin, écouté les vœux de Yacine et les a transformés en réalité. Et donc il a mis au milieu de terrain Nicolas, Marco Verratti et Leandro Paredes. Alors qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as pensé pardon, du match de l'association Paredes-Verratti dans ce schéma-là? Euh, Juste une réflexion, ou enfin juste pour ajouter quelque chose de plus, moi j'ai trouvé que Paredes, on a moins vu ses passes qui cassent les lignes hier. Alors je sais pas si c'était une consigne ou pas, mais c'est vrai que moi j'en ai quasiment pas vu. Il a très peu fait ce genre de passe longue au milieu qui casse un peu les lignes. Alors je sais pas si c'est à cause de la densité des milieux de Angevin ou si pour sa première association avec Marco Verratti, il a plutôt préféré jouer on va dire, plus simple. Je pense que c'est plutôt le schéma d'Angers qui impose ça. Ils sont tellement bas, Angers, que tu n'as pas d'espace en fait pour trouver du jeu vertical. Enfin, j'aime pas d'ailleurs dire vertical, du jeu vers l'avant. C'est difficile de casser une ligne sur 30 mètres parce que tu as vu comme ils sont. Tu as Ouais. une ligne de défenseur qui est quasiment dans sa surface. Tu as les milieux 10 mètres devant et ensuite tu avais C'était Baoken, je crois, C'était le seul Bauken qui était en pointe. Ouais. qui était seul devant. Donc, c'est compliqué sur un match comme ça, sans espace, de demander à Paredes des passes qui vont casser des lignes sur 30 mètres, parce que, en gros, il faudrait qu'il casse les 3 lignes d'un coup sur 30 mètres, tellement c'est regroupé. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas été surpris. Au contraire, par contre, ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'effectivement, comme le dit Yacine, ils ont très, très facilement trouvé dans l'intervalle et entre les deux lignes, sur des passes assez courtes, mais quand même des belles passes précises. Ils ont facilement trouvé Neymar et Draxler qui allaient bien se positionner. Défensivement, ils n'ont pas été embêtés plus que ça, parce qu'encore une fois, l'opposition a fait que c'était un match assez tranquille. Et puis après quand tu as tellement de monde comme ça devant, c'est pas deux joueurs qu'on va voir se projeter facilement dans la surface adverse, quoi. Ils sont restés dans leur rôle, à distribuer, à essayer d'orienter le jeu et à laisser faire les quatre de devant et les deux latéraux aussi, qui ont été quand même vachement plus offensifs. Donc, plutôt sympa, moi, je trouve, cette association. J'aimerais la revoir quand même dans un match un peu plus relevé, avec une équipe qui joue aussi un peu plus, parce que quand tu as deux manières de ballon comme ça, capable de relancer propre, vite, effectivement, quand on aura des espaces avec ce genre de joueurs, là, on va vraiment en profiter. Hier, c'était limite frustrant à l'arrivée, parce que tu sens qu'ils sont pas exploités au maximum, parce que le jeu ne permet pas vraiment de le faire. Yacine, ce milieu Paredes-Verratti, alors est-ce qu'il t'a satisfait? bah, Et comme le dit Nicolas, pour être sûr de la valeur de ce milieu, ça serait bien de les voir confrontés à autre chose qu'Angers. Et d'ailleurs, je pense à l'équipe de Leipzig qu'on va bientôt rencontrer en Ligue des Champions. Ça serait intéressant de voir Paredes-Verratti face à une équipe comme Leipzig. oui, c'est clair, parce que c'est toujours le doute qu'on a avec le PSG quand il y a des choses qui sont mises en place, c'est que Angers. Voilà. Donc, il y a deux choses. La première, c'est que dans la maîtrise du ballon, dans les échanges, évidemment qu'on voit tout de suite que ça change beaucoup de choses, parce que, en fait, il y a une chose essentielle, pour ceux qui l'ont vu, c'est quand à la récupération du ballon, très souvent, au moment de la récupération, les quelques récupérations, que ce soit Verratti ou Paredes, en fait, ils ont rapidement essayé de se trouver pour mettre le ballon au sol et sortir tout de suite de cette densité, entre guillemets. Et on a vu que techniquement, euh, alors, que les gens se calment, c'est pas Thiago Motta, mais on a retrouvé en fait des bribes de ce que faisait Verratti avec Motta, c'est-à-dire je donne, je me déplace et je reçois le ballon pour pouvoir aérer le jeu. Ils l'ont très bien fait, parce que techniquement, c'est deux joueurs très propres. Après, évidemment, j'ai le même bémol que Nicolas, ça veut dire qu'il n'y a, y a pas de pressing, y a pas de pressing, il n'y a pas d'intensité danger. Donc, ils ont joué dans un fauteuil. Maintenant, est-ce que, effectivement, quand il y aura une équipe qui va jouer, leur qualité de passe, etc., va permettre de trouver beaucoup plus de solutions vers l'avant rapidement? Maintenant, est-ce que eux aussi, ils vont pas être en difficulté? Pour moi, le doute que j'ai sur Paredes depuis qu'il est là, c'est pas sur sa qualité de joueur, c'est sur sa qualité
à sortir quand il y a vraiment de l'intensité, de la densité, où c'est un match agressif. Alors on sait qu'il est capable d'être agressif lui-même, de Mais répondre. justement, hier, je l'ai trouvé très très calme. Alors peut-être que Il a dit, le il a fait match une ne s'y interview cette prêtait semaine. pas, hein, mais c'est vrai qu'on l'a trouvé plutôt calme. Mais Pas une seule faute, j'ai l'impression, ou très peu. il a parlé cette semaine en disant que ce qui s'était passé C'est pour contre ça que Marseille, je te c'était lançais pas dessus. Ouais. normal et que effectivement, il faut qu'il change de comportement. Donc si en plus il change de comportement, c'est très bien. Moi, j'ai toujours ce doute aujourd'hui parce que je sais que dans le volume de jeu, Paredes, malgré tout, c'est pas un top joueur. Donc, est-ce qu'avec de l'intensité, parce que rapidement, on voit que même contre Angers, quand Paris a commencé un peu les lignes se sont un peu écartées, on l'a senti rapidement pas en difficulté, mais en fait, ne pas savoir s'il devait rester réellement devant la défense ou venir accompagner un peu les autres. Donc, Parce qu'on dans un sentait match. que Marco Verratti jouait un tout petit peu plus haut que Paredes malgré tout. D'ailleurs, il a tiré au but, ce qui est à noter, parce que c'est la première fois depuis 9 mois, je crois. Non, non, là, Ah, je rigole. il avait tiré une ou deux fois, je crois, avant l'arrêt du championnat. Donc voilà, donc maintenant, moi qui aime le foot, c'est clair qu'avec ces deux milieux, la maîtrise du ballon rapidement dans la qualité de passe entre eux et vers l'avant, bah, évidemment que je suis satisfait de ce qui s'est passé, mais c'était que Angers. Et après, avec cette paire-là, tu es quand même limité sur deux aspects du jeu très importants quand ça va devenir compliqué contre des grosses équipes. Un, c'est deux joueurs qui sont pas très grands. Donc on a toujours ce problème de taille. Alors c'est pas réglé avec Gay et Herrera parce qu'ils sont pas beaucoup plus grands. Mais ça, c'est un vrai problème quand tu joues avec deux milieux de n'avoir que des petits gabarits. Et puis deux, tu as un problème de vitesse aussi. Parce que voilà, les deux, c'est quand même pas deux flèches. Donc tu Ce qui as. était déjà le cas à l'époque avec Mota aussi, qui est pas un joueur, c'est Ouais, pas un joueur mais très rapide. t'avais quand tu te retrouvais avec un Matuidi, par exemple, tu avais un volume de Qui jeu lui se projetait, donc oui, je pas. vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà dit dans un podcast précédent, c'est qu'on a des joueurs, même si techniquement c'est pas le même niveau, mais c'est un peu le même profil, voilà. Des joueurs qui débrouillent plutôt bien avec le ballon, ça court pas spécialement très vite, ça n'a pas un gros volume au niveau physique, je veux dire, ça n'a pas un impact monstrueux. Il te manque toujours un profil d'un mec qui va en imposer un peu plus. Et surtout à deux, je trouve que quand tu joues avec deux milieux, voilà, contre Angers, c'est facile et puis tout le monde est dans un fauteuil. On l'a vu sur des gros matchs, quand tu vas te bousculer, à deux, c'est chaud, quoi. Donc, un bémol quand même sur cette association, je l'imagine mal, moi, dans les gros matchs de Ligue des Champions. Ok. Un mot sur les deux latéraux. On va commencer par Florenzi, qui a joué très très haut, très offensif hier sur son couloir droit, mais qui a eu quelques soucis défensivement, notamment parce que je ne voudrais pas écorcher son nom, avec oui, Fulgini, pardon. Et on a vu à l'opposé côté gauche, bon, un Baker, bon, j'allais dire de mieux en mieux, mais je vais modérer mon propos parce qu'il y a Yacine. Bon, il a tout de même réussi un centre parfait pour Draxler. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on a retrouvé un peu ce qu'on lui reprochait au match précédent, c'est-à-dire que il prend le couloir, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose parce que très peu de centres déclenchés, beaucoup de passes en retrait. Qu'est-ce que vous deux, vous avez pensé des deux latéraux? On va peut-être commencer par Florenzi et toi, Yacine. Florenzi, en fait, il est ce qu'on avait décrit quand il arrivait. C'est-à-dire que très bon offensivement, qualité de centre, techniquement, c'est très propre. Alors, moi, je vais être nuancé sur le côté défensif parce qu'en fait, quand il est en place, il lit bien le jeu. C'est pour Par ça que contre, je parlais vraiment quand il était en phase offensive et quand il s'agissait de. Parce qu'on l'a vu deux, trois fois des situations avec Fulgini où niveau vitesse, en fait, c'était compliqué. Hein. alors, c'est ce que j'allais dire, le problème, il est là. Le problème, il est que Florenzi, il manque de vitesse Voilà. et que déjà en Ligue 1, comme il y a beaucoup d'équipes qui ont ce profil plutôt athlétique, rapide sur les côtés, ça, il va être en difficulté de temps en temps. Euh, Parce que mais en Yacine, fait, c'est aussi à Marquinhos de venir fermer un peu alors, lorsque Florenzi joue très haut ou pas forcément. il y a deux choses. Oui, c'est un Marquinhos, mais non, parce qu'en fait, comme Marquinhos a décidé à un moment donné aussi de jouer très haut, Oui. il ne peut pas venir couvrir. Et en fait, la réelle solution quand tu as ce genre de profil sur les côtés, c'est que, entre guillemets, ce qu'on appelle le contre-pressing, il doit être hyper efficace, c'est-à-dire que la première relance, elle ne doit pas sortir, justement. Bah, Et Marquinhos l'a beaucoup fait hier pendant le match. Hein. oui, mais je parle de ceux de devant. C'est-à-dire Oui, oui, oui. au moment où Angers récupère le ballon, ils ont d'ailleurs beaucoup cherché à être nourris un peu entre les deux, là derrière, dans le dos de Ouais. Florenzi, parce que ce premier contre-pressing n'était pas fait, parce qu'il y a trop de joueurs qui ont marché.
Et donc, quand tu as ce profil-là et que tu joues très haut et que tu as un profil offensif, il faut absolument qu'au moment de la perte de balle, tout le monde vienne mettre de la densité autour du porteur pour l'empêcher de jouer vers l'avant. En tout cas, ralentir la progression. Voilà, s'il trouve cette première passe, effectivement, on va être en difficulté. Et encore plus en Ligue des Champions, où effectivement, les joueurs qui vont être sur le côté, parce qu'avec Nouri a fait un bon match hier, attention, mais s'il y a encore au-dessus, et donc les joueurs qui vont être là, ils vont mettre en difficulté Florenzi. Et c'est pour ça que le bloc équipe et la façon de travailler ensemble, elle va être hyper importante. Nicolas, Florenzi, qu'est-ce qu'on a pensé de son match? Ouais, très bien. Toi, j'ai même mis le maillot belge aujourd'hui parce que je vais à l'enterrement d'un Belge cet après-midi, notre ami Thomas Meunier, qu'on enterre officiellement dans les mémoires parisiennes. Non, Florenzi, je vous redis la même chose, c'est un super joueur. Offensivement, c'est un plus incroyable par rapport à ce qu'on avait avant depuis plusieurs années à Paris. Je crois qu'il y a longtemps, je trouve que c'est le pendant de Bernat côté droit offensivement. Et je suis ravi de voir ce joueur à Paris. Oui, Après, il aurait pu être espagnol d'ailleurs, Florenzi. ouais, il aurait pu être ce qu'il voulait, il n'y a pas de souci. Mais sur le but d'hier, il aurait pu être brésilien aussi d'ailleurs, hein. Ah oui, tout à fait. Et, non, mais ce problème, le PSG, de toute façon, on le sait, dans les matchs de championnat, que c'est son point faible, c'est les côtés avec du jeu dans le dos des latéraux. On a une équipe qui joue tellement haut, on a un bloc qui se positionne d'une façon qui permet aux adversaires d'aller chercher du danger ici. Et puis aussi parce que en championnat, il y a tellement de marge que les quatre de devant, ils mettent pas l'intensité nécessaire. Je suis pas inquiet parce qu'en Ligue des Champions, on le voit jamais ça. On le voit jamais parce qu'en Ligue des Champions, ils sont tous sur un degré d'exigence supérieur. Les efforts, les quatre de devant, ils les font beaucoup plus en Ligue des Champions. J'ai pas souvenir de match où on a vu des latéraux en énorme difficulté. Et je me rappelle même pendant le tournoi de Lisbonne, on annonçait que Bernat qui revenait, ça allait être compliqué parce qu'il manquait de rythme et tout ça. À l'arrivée, Bernat, il fait un super tournoi jusqu'à la finale parce que tu vois que le bloc équipe, il est vachement plus impliqué dans le contre-pressing ou dans la compensation, dans le replacement. D'une manière générale, défensivement, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, moi. Au contraire, tant mieux. Tant mieux qu'ils en profitent pour se régler offensivement sur ce genre de match, quitte à laisser un peu d'espace dans le dos des latéraux, c'est pas bien grave. Et puis, tu n'es pas en danger sur le match d'hier, tu peux te permettre. Franchement, il y a aucune raison de te priver de ce genre de schéma offensif. C'est le moment de faire les réglages, justement, hein, de trouver des combinaisons, des automatismes. Et puis bon, tant pis si tu laisses quelques contres dans ton dos, c'est pas dramatique, hein. Bon, vous voulez dire un petit mot sur Baker ou Il est c'est bon, pas Baker. nécessaire? Mais oui, on va dire un petit mot sur Baker. Alors Non, alors, je vous écoute. il progresse. Alors quand j'ai vu son premier centre hier, je me suis dit, bah voilà pourquoi il ne centre jamais, parce qu'il a Parce qu'il envoyé. intervient le premier centre, je crois, à la 2e minute. Ouais, donc, Il Il a envoie envoyé un une message à brique. Yacine. Il envoie une brique. Le truc, 4e poteau. ouais, incroyable. Mais après, Et non, il est bah côté après, droit quand il centre, hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, écoute, il est dans la lignée de ses derniers matchs. Il y a du progrès, je trouve, c'est bien. Toujours très disponible. Bon, il faut qu'il se lâche offensivement. Là, tu sens toujours qu'il a cette retenue. Mais il y a, écoute, Qui a d'ailleurs parfois agacé Neymar. Je ne sais ouais, pas si vous avez vu, et pas que lui d'ailleurs, mais c'est vrai que Mbappé aussi. les joueurs Non, étaient mais un peu lui, frustrés. Ouais. tu es frustré en plus parce que tu sens qu'il a le volume pour, encore une fois, multiplier les courses. Donc, tu te dis que s'il arrive à un petit peu régler ses courses dans le bon tempo, à comprendre un petit peu là où Neymar et Mbappé lui demandent de se positionner parce qu'on peut le servir assez facilement tellement il est disponible. Donc, écoute, il progresse. Il a encore quelques matchs en jouant parce que l'ami Kurzawa est en vacances pendant encore un petit moment. Moi, je trouve qu'il progresse et que ça va devenir une bonne doublure à terme. Bon, après, on n'en fera pas un futur ballon d'or, je vous l'ai déjà dit, mais il fait le Ah, je boulot. vois Yacine qui commence à saigner des oreilles. non, Ça va Yacine, tout va bien? Bon. non, ça va. Non, moi, c'est juste. Un petit mot rapide, Yacine, que Je pense. le temps avance. Alors, il est en progrès, il n'y a pas de problème, et je l'ai mis encore une fois dans le papier d'hier. Et moi, pour moi, il manque de une chose essentielle déjà, c'est la confiance. C'est parce que si vous regardez, il y a beaucoup de situations déjà où les joueurs ne lui donnent pas le ballon. Et en fait, pour un joueur, c'est compliqué de dire je suis là, ils n'osent pas me donner le ballon parce qu'ils le ressentent. Alors, il y a ce côté, les joueurs ne lui donnent pas confiance, mais lui aussi, en fait, il ne donne pas envie d'avoir confiance en lui parce qu'il n'ose pas non plus. Tu vois, c'est un peu, tu es toujours en fait entre les deux, c'est ambigu. Et l'appel sur Neymar, quand Neymar lui fait la remarque, justement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il se dit, je suis là, ils vont pas me donner le ballon, est-ce que j'y vais, est-ce que Oui, j'y c'est vais qu'en pas? fait, il n'y croit pas, Yacine. Oui, Il mais ne pense pas justement, que Neymar va le lancer. Et d'ailleurs, hop, il bloque et il le regarde. Et puis Neymar sourit en lui mais, disant ouais, et justement, et moi j'expliquais ça à beaucoup de joueurs quand j'étais coach, c'est qu'en fait,
normalement, ton travail à toi, en tant par exemple là de latéral, c'est pas de te dire est-ce qu'ils vont te donner le ballon. C'est de faire l'appel parce qu'il y a l'espace et que le jeu est là. S'ils ne te donnent pas le ballon, après, c'est au coach de dire hé les gars, à un moment donné, il fait 3, 4, 5 fois, il est là tout seul. Vous ne pouvez pas l'ignorer comme ça tout le temps. Mais toi, tu ne peux pas te dire oh, j'y vais pas parce qu'il ne me donne pas le ballon. Surtout dans sa position à lui, un joueur de 19-20 ans qui est là un peu par hasard au départ, parce que normalement, il y a Bernat et Kurzawa devant lui. En fait, il doit montrer que oui, il y est et qu'il a envie. Parce que, je vous dis, le football, c'est aussi beaucoup de gamins dans la mentalité, les Après, joueurs. Yacine, comme il est quand même amené à faire pas mal de matchs, j'ose espérer quand même qu'ils ont travaillé ça quand même à l'entraînement, c'est-à-dire Oui, mais le les problème, c'est vraiment combinaisons sur le côté gauche. oui, oui. Mais l'attitude de se dire, quand il y va pas sur l'action de Neymar, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il ne me donne pas le ballon d'habitude, je ne Oh, vais pas y aller. Mais en fait, toi, tu dois y aller. C'est comme l'attaquant qui fait l'appel 7 fois, 8 fois, 9 fois. Bah, il doit faire le 10e parce qu'effectivement, le 9 fois, il n'a pas eu le ballon. Mais la 10e fois, on va lui donner. Et c'est ça qui est le plus dur dans le foot. C'est la frustration, en fait, que le fait de ne pas être trop calculé, elle engendre. Alors que toi, tu dois continuer à faire comme si, à chaque fois, on allait te donner le ballon. bon, avant de passer au sujet suivant et le mercato, Leonardo, la guéguerre avec Thomas Tuchel, je voudrais rapidement, messieurs, un mot sur l'entrée de Gallagher que j'ai trouvé très intéressante. Et je trouve que ces dernières apparitions pardon, sont bien meilleures que ce qu'on a pu voir, que ce soit au restart ou quelques matchs du Final 8. Il se projette vers l'avant. Hier, en une demi-heure, enfin 25 minutes, il a quand même gratté des ballons, il se projette vers l'avant, il apporte un peu de surnombre. Messieurs, est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver un Gana Gueye à son meilleur niveau et vu le timing et la Ligue des Champions qui va commencer et donc la multiplication des matchs, c'est plutôt une bonne nouvelle, Nicolas. C'est quoi le meilleur niveau de Gay? De quoi on parle? Si on parle du Gay qui a fait un match monstrueux contre le Real depuis qu'il est arrivé, je pense qu'on en est très loin. Après, le souci que moi que j'ai avec lui, c'est Non, que je parlais du Gay de Première Ligue plutôt. Voilà. oui, mais hier, ce qu'il fait, c'est encore une fois, c'est facile parce que tu n'as pas de pressing. Gay, quand il n'est pas pressé avec le ballon, ouais, Ouais, mais on peut pas toujours dire quand il est mauvais, donc il est non, mais mauvais. Quand il est bon, c'est parce que c'est la non, faute de mais hier, il est l'adversaire. pas, Hier, ce qu'il a apporté, c'est quand même pas mal, Nico. c'est ni bon ni mauvais, c'est assez neutre. C'est-à-dire que tu rentres Tu dans un trouves? match le match est plié. Enfin, là, toi, tu oublies son but Moi, je déjà. parle du comportement, je parle pas du fait qu'il y ait 5-1, 6-1 et tout. Je parle du comportement quand il rentre et ce qu'il apporte. Voilà. Ah, écoute, hier, il apporte comme Herrera, c'est-à-dire du jeu simple. Ils sont pas pressés, ils ont le temps avec le ballon d'orienter tranquillement. C'est Il met bien, c'est un propre ce but, qu'il il fait. provoque un coup franc qui est très dangereux. Bon, Neymar le met pas. Et moi, je trouve qu'en si peu de temps, alors après, peut-être que moi, je m'enflamme un peu, mais moi, franchement, honnêtement, moi, je trouve que l'entrée de Gay, elle est plus que. Enfin, toi, tu dis c'est ni bon ni mauvais. Moi, je trouve que c'est. Non, moi, je trouve que c'est bien plutôt, non? Bon, t'as pas C'est, l'air d'accord c'est- avec moi, Nico. Non, c'est pas. Encore une fois, c'est une entrée qui est correcte. Il se met tout de suite dans le rythme du match. C'était pas très compliqué vu la vitesse sur le terrain. Et Ça, je te l'accorde. encore une fois, c'est propre ce qu'il fait. Voilà, il contrôle, il donne de bons ballons, il ressort proprement, mais il est jamais sous pression. Il n'a pas non plus un gros boulot pour récupérer la balle. Ouais, écoute, disons Bon, que c'est oui, j'ai voulu apporter un peu d'enthousiasme, non hein, mais mais vous m'avez soyons, foiré. je peux être enthousiaste si tu veux. C'est encourageant et Bon, maintenant j'aimerais le écoute, moi, voir je faire comptais ça sur sur les autres. toi, Nico, pour un mot Non, gentil sur Gay. Demande à Yacine. Bah non, je vais passer au sujet suivant, je connais. Non, non, je rigole, vas-y, Yass. Par contre, Yass, très court, comme Non, ça. non, mais Je voudrais aussi qu'on dise un mot avant de passer au sujet suivant sur la charnière centrale que moi, et surtout sur Kimpembe, franchement, match après match, il devient vraiment le patron de cette défense. Donc voilà, je finis non, sur. juste en fait, je comprends pourquoi on me trouve trop exigeant, c'est que pour moi, en fait, son entrée, elle est juste normale. Voilà, c'est Donc tu es l'entrée d'accord avec Nicolas. Bon. c'est l'entrée d'un joueur professionnel qui vient, voilà. Et en fait, le but, en fait, je pense que ça change la vision parce que quand un joueur marque, on est toujours un peu plus Je parlais positif. pas vraiment forcément Non, de non, son non, but mais je encore. sais. Mais malgré tout, ça joue. Bien Maintenant, sûr. il a fait une bonne entrée. Voilà. Il y a des joueurs, effectivement, qui sont déjà rentrés et qui n'en avaient rien à foutre. Bon, alors attends, Ouais. Yacine. Vu que tu as le même avis que Nicolas, on va passer directement parce que le temps file. Vraiment un mot, 30 secondes, hein, soit sur la charnière, soit sur Kimpembe ou Marquinhos, comme vous voulez, Nicolas. Kimpembe qui devient vraiment le patron, je trouve. Au niveau, on connaît son physique, on connaît ses interventions. Je trouve qu'il y a la concentration là qui commence à devenir
très intéressante. Il est vraiment impliqué du début à la fin. Il y a plus ces sautes de concentration sur des placements aléatoires. Gros sauvetage en plus hier sur la balle de 3-2, là, il est énorme. Et ouais, je trouve, plus que la charnière, alors c'est Kimpembe en ce moment qui me plaît énormément. Yacine. Non, moi, je pense, bah, de toute façon, on avait quand même malgré tout milité pour cette charnière depuis un petit moment. Encore une fois, il faudra l'avoir dans un gros match avec une adversité, avec de l'intensité, etc. Mais dans l'attitude, effectivement, et j'espère ne pas lui porter la poisse, il avait l'habitude au moins une fois par match de nous faire un truc un peu bizarre. Mais je crois qu'il le fait de moins en moins parce qu'il a pris conscience que ça pouvait être dangereux. Alors j'imagine que tu parles quand il essaye de faire ce que fait un peu Marco Verratti, Ouais, c'est-à-dire mais quand il est un peu sous pression et qu'il veut sortir le ballon tout seul. alors, je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, il a peut-être pris conscience que c'était dangereux, et surtout à son poste. Mais je pense aussi que quand tu es en concurrence, tu as envie de montrer plus. Aujourd'hui, il n'a pas de concurrence. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est lui qui joue. Donc, il n'a pas besoin de montrer qu'il s'est relancé mieux qu'Ago Silva ou qu'il est capable de sortir des ballons. De toute façon, il va jouer. Il y a deux défenseurs C'est centraux qui vrai. sont. Voilà. Donc, en fait, effectivement, tu n'as plus besoin de surjouer, entre guillemets. Donc là, il est dans la simplicité, la sobriété. Il apporte toujours de temps en temps cette petite montée où il pousse un peu l'action. Sans plus, voilà, je pense que vraiment, il est en train de passer un cap et de devenir en fait le défenseur moderne. Ça veut dire que fort dans les duels, mais qui n'a pas peur d'avancer pour défendre, de jouer haut et avec une qualité de relance quand même qui est plutôt Et de mieux très en bonne. mieux. Ouais, voilà. Ce qui était un de ses points faibles au début de sa Non, carrière en professionnel au PSG. c'était pas son point faible. Il avait Un des. de ses points faibles, j'ai dit. Il Non, était parce trop qu'en fait, gourmand surtout, trop gourmand avant. il a toujours eu une qualité de passe qui était plutôt bonne, mais en fait, il tentait des choses trop compliquées. Ouais. Ah si, si. Mais il tentait des choses Alors, je trop. trouvais que moi, enfin, au tout début, ses relances, bon, elles étaient Non, c'est parfois un parce peu que justement, hasardeuses. Mais... c'est ce que je te dis, c'est qu'il tentait des choses pour montrer, je D'accord, suis ok, d'accord. capable de faire cette passe. Ben oui, mais quand tu prends des Mais risques à un sauf que moment tu n'es pas donné, capable. et voilà. Bon, bah, monsieur, je crois qu'on a fait le tour sur la victoire 6-1 du Paris Saint-Germain hier face à Angers. Pardon. Donc là, on va passer au mini psychodrame qui a eu lieu hier. Mini psychodrame qui a eu lieu en deux actes, hein. Premier acte, c'était jeudi avec la conférence de presse d'avant-match de Thomas Tuchel où il s'est plaint du mercato et notamment en citant comme exemple Liverpool, Manchester City, même même l'Inter Milan d'ailleurs. Donc en gros, c'était une critique envers son directeur sportif. Il a expliqué que lui était arrivé en finale de Ligue des Champions avec une bonne équipe et que d'autres équipes n'avaient pas été aussi loin, mais qui avaient quand même recruté. Et donc, il a cité Liverpool, Manchester City, l'Inter Milan. Et en gros, il a expliqué, Thomas Tuchel, que cette année, son équipe était plus faible que la saison dernière. Et en substance, il disait que j'ai été en finale la saison dernière parce que j'avais du matériel, on va dire, et que cette année, l'équipe s'est affaiblie parce qu'il y a certains départs qui n'ont pas été compensés, et qu'en gros, il ne faudra pas venir se plaindre si les objectifs ne sont pas atteints. En gros, c'est ça. Ce à quoi a répondu hier Leonardo, et là je vais vous lire la déclaration. Alors je vous demande quelques secondes, messieurs. Voilà. Alors, ça c'est Leonardo, je lis. Le club n'a pas aimé et personnellement, je n'ai pas aimé. Je pense qu'il faut comprendre le moment qu'on vit tous. Donc là, il parle de la crise du Covid, évidemment. Je me suis perdu. Voilà, pas seulement le football, il y a des situations très graves. S'il décide de rester, il parle de Thomas Tuchel, il doit respecter la politique sportive et les règles internes. Il ajoute, l'important c'est que pour rester dans ce club, on doit être content, on doit avoir l'envie de souffrir pour le club, l'esprit de sacrifice, même si on vit un moment compliqué. Honnêtement, on n'a pas apprécié. On va voir en interne comment on fait. On fait toujours des choses en interne. Ce n'est pas une question de mercato, c'est une question de forme. Ensuite, il ajoute non, on n'est pas là pour faire un procès. Ça y ressemble pourtant. J'essaye de trouver la dernière phrase. Bon, bah, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait noté. Bon, en gros, vous avez compris que Leonardo n'a pas apprécié les déclarations de Tourelle. On a fait un papier ce matin, Yacine, où tu expliquais qu'effectivement, Thomas Tuchel n'est pas dans son rôle quand il dit publiquement ce genre de choses, et que Leonardo a eu raison finalement de le recadrer. En fait, évidemment que tout ça, c'est de la com. Tout le monde sait s'en servir aujourd'hui. En fait, Tourelle, il fait deux choses. La première, il demande des joueurs.
La deuxième, il se protège. Moi, j'ai dit depuis plusieurs semaines, alors je vais juste nuancer, j'ai dit qu'il faisait tout pour se faire virer. Je pense en fait qu'il fait tout pour dire, soit je prends le pouvoir, soit vous me virez. En fait, on est un trop. La réponse de Leonardo, pour moi, elle est très bonne sur la forme parce que je l'avais dit aussi dans un podcast précédent, la politique sportive, ça ne peut pas être un entraîneur. Un entraîneur, si à un moment donné, ses joueurs le lâchent, s'il est en crise de résultats, il va sauter. Donc si c'est lui qui choisit les joueurs, il met le club en péril. La politique sportive, elle est menée par le directeur sportif avec l'aval du président. D'ailleurs, Yacine, en exemple, on peut citer Marseille sous Garcia. C'est exactement ce qui Ben oui, s'est passé. bien sûr. Donc, tu te retrouves après avec des joueurs qui ont été recrutés par l'entraîneur précédent, qui ont parfois, et très souvent, de longs contrats, et tu ne peux plus rien en faire. Sur l'histoire de... Parce que Tourelle, il a quand même beaucoup attaqué le club quand il dit on perd des joueurs sans récupérer d'argent. Oui, sauf qu'à un moment Ah oui, donné... là, il sort clairement de son rôle, Oui, Yacine, parce on est que, d'accord. Hein. parce que pourquoi tu perds des joueurs sans récupérer d'argent? Parce que avant, tu leur as donné des très gros salaires, les joueurs n'ont pas voulu partir, ils ne sont pas vendables, et en tout cas, ils ne peuvent pas aller quelque part où on leur proposera le même salaire, donc ils ne préfèrent pas partir. Et c'était obligatoire. En fait, Leonardo, il a fait un écrémage parce qu'il a récupéré une situation très compliquée là-dessus. Et je rappelle que pour certains, ils ont eu des propositions de prolongation à des salaires moindres. Ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a aussi certains joueurs qui ont des propositions d'autres clubs et qui refusent d'y aller aussi. Voilà. Donc, Comme Draxler, par exemple. voilà. Donc, Leonardo, il est dans son rôle. Et moi, je redis que, en fait, aujourd'hui, les entraîneurs, ils ont ce côté. Alors, je ne sais pas c'est qui le modèle. Moi, j'ai dit que c'était Guardiola. Mais de penser qu'ils peuvent recruter tous les joueurs dont ils ont envie pour jouer comme ils ont envie. Mais le métier d'entraîneur, c'est pas ça. Tu donnes ton avis, tu te mets en accord avec ton directeur sportif, il te donne 3 noms, tu dis ouais, moi je préférerais celui-là, par exemple. Après, c'est les finances, c'est le contrat, c'est la négociation, donc tu peux pas avoir ce que tu veux. Et l'entraîneur, à un moment donné, il doit s'adapter à ce qu'il a. Et c'est comme tous ces entraîneurs qui disent ah ouais, mais j'ai perdu 3 joueurs. Et écoute, si t'es pas content, tu t'en vas, mais toi, tu es entraîneur, tu n'es pas manager, tu n'es pas directeur technique et tu n'es pas président. Voilà. Et je pense que Leonardo, il a bien fait de recadrer tout ça. La dernière chose, c'est que Leonardo, je pense que là, aujourd'hui, le message est clair, puisqu'il l'a dit. Il faut être au PSG, on est content. Celui qui n'est pas content, il n'a pas été au bout de sa phrase, mais on a compris. Voilà, je pense que malheureusement, Doha va devoir trancher. Il ne peut en rester qu'un. Nicolas, quelle a été ta réaction suite aux propos de Leonardo? Est-ce que comme Yacine, tu penses que finalement il ne peut en rester qu'un et que en termes de déclaration, les uns et les autres ont peut-être été un peu trop loin, même si Leonardo n'a fait que répondre aux critiques de Tourelle, parce que on sent un Tourelle un peu plus offensif ces derniers temps. Il l'avait déjà été concernant les fins de contrat de Meunier, Cavani et de Silva. Il a continué donc jeudi en critiquant la politique sportive du club. Est-ce que tu penses que ça a été beaucoup trop loin pour que ça en reste là et que finalement, parce que le Leonardo a aussi engagé le club en disant que le club aussi n'avait pas apprécié. Donc il semblerait qu'il ait cette fois-ci le club de son côté. Est-ce que tu penses que Thomas Tuchel, dans ces conditions, peut finir la saison, même s'il reste 3 jours là pour le mercato? Alors peut-être que ça se calmera après le mercato, mais est-ce que tu penses que ça n'a pas été déjà trop loin? Alors déjà, ma réaction hier, c'est que j'étais content parce que j'ai retrouvé mon club. Enfin, j'ai retrouvé le PSG qui se plonge tout seul dans le psychodrame un soir de victoire 6-1. Donc oui, ça a été loin. Alors je suis pas d'accord avec Yacine quand il dit que la forme de Léo... Le fond est bon, mais la forme, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il faille surenchérir devant les médias. Il y a un moment où il faut dire stop. Alors c'est peut-être pas à Leonardo de le dire. Il y a un président qu'on voit pas beaucoup parler ces derniers temps, mais pour moi, ça doit pas se faire devant les médias. Ça, il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Tu discutes avec ton entraîneur, avec ton directeur sportif, tu mets tout le monde dans un bureau, t'expliques la situation, basta. C'est ce que Là, dit Leonardo. D'ailleurs, il dit que tu vois, si Thomas Tuchel était venu le voir et pour discuter de ça en interne, bah, il aurait volontiers accepté de discuter. Ce qu'il n'a pas apprécié, effectivement, c'est que ça se fasse en public. ils ont déjà discuté de ça, c'est obligé. Enfin, j'espère. S'ils n'ont jamais discuté de ça, c'est catastrophique. Après, pour te répondre, bien sûr qu'il n'en restera qu'un. On le sait depuis longtemps. Et on sait même déjà lequel c'est, puisque
en fin de contrat, il n'a pas été une seule seconde question d'une prolongation pour l'instant de Thomas Tuchel. Donc ça semble acté que Tuchel finisse sa dernière année. Il n'y a pas Moi, je parlais l'argent plus dans peut-être une chance l'immédiat. de le voir partir Mais avant non, même la fin de puis son contrat. Tourelle va pas démissionner parce que on crache pas sur sur un beau salaire et puis sur le poste d'entraîneur du PSG. Donc Tourelle, je vois vraiment pas aujourd'hui pourquoi il partirait. Tu vois pas Et non plus la direction le licencier. je pense qu'ils aimeraient. Je pense que Leonardo, il a tout dessiné sur son tableau dans son bureau et tout est prêt pour le départ. Il y a peut-être même déjà le billet Le d'avion problème, qui c'est que qui ça est coûte prêt. cher. Mais ça coûte cher, ça coûte 10 millions d'euros. C'est pas la priorité. Par contre, c'est vrai que peut-être aussi c'est ce qui met un peu Tourelle un peu comme ça en difficulté parce que tu sens, de toute façon, ça fait un moment qu'il est pas, tu sens qu'il est pas serein, le garçon, hein. Donc, j'ai envie de te dire que si jamais tu as deux, trois mauvais matchs de suite qui arrivent avec des mauvais résultats en Ligue des Champions, peut-être que là, il va se sentir en danger. Mais il faudrait vraiment, à mes yeux, il faudrait un cataclysme pour le virer parce que la situation ne te permet pas aujourd'hui de mettre 10, 12, 13 millions d'euros dans des indemnités. Et puis, ça veut dire que tu vas aller chercher Allegri tout de suite parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres sur le marché. Ça veut dire que ça va coûter, ça veut dire que tu repars. Enfin, je vois vraiment pas. On a parlé il y a pas longtemps, hein, mais je vois pas le PSG s'emmerder là tout de suite à partir dans un truc comme ça, parce que là tu pars c'est lourd quoi, hein. Ça Pour, coûte, hein. pour apporter une petite précision, moi j'avais fait un tweet jeudi, j'avais dit jeudi que c'était très très tendu entre les deux. Il faut savoir que cette situation, elle date pas d'hier en fait, hein. En fait, si vous voulez, entre Leonardo et Tuchel, il y a d'abord eu une entente, on va dire, cordiale à l'arrivée de Leonardo, parce que Leonardo a accepté. Déjà, il avait validé le travail de Antero Henrique sur notamment le cas Keylor Navas. Et ensuite, Gay était déjà, le dossier était déjà sur la table. Diallo, c'était une demande de Thomas Tuchel. Il a accepté évidemment de le faire venir. Mais petit à petit, leur relation s'est un peu distendue, notamment, pas forcément sur le mercato, parce qu'il a obtenu le mercato qu'il voulait l'été dernier, mais plus sur la gestion des joueurs, le jeu pratiqué par l'équipe, parce que c'est aussi le travail du directeur sportif de discuter de ça avec l'entraîneur. Il semblerait qu'il n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. On a déjà expliqué la vision du foot de Leonardo, on connaît aussi celle de Thomas Tuchel, et en fait, ça s'est vraiment dégradé aussi déjà à partir de la défaite à Dortmund, le match aller, parce que Leonardo a pas du tout aimé ce qu'il a vu sur le terrain et aussi le comportement des joueurs. Il semblerait aussi qu'il reproche à Thomas Tuchel un certain laxisme auprès de son groupe. Et il y a eu déjà le petit couac pour les vacances après le Final 8. Je rappelle que le directeur sportif, lui, n'était pour laisser partir les joueurs à l'étranger. Il était d'accord pour accorder quelques jours de vacances, à condition qu'il reste ici en France. Et Thomas Tuchel, lui, avait donné son aval. Donc il y avait aussi une défiance de Thomas Tuchel en se disant je vais mettre du côté des joueurs, et puis comme ça, je vais mettre les joueurs dans la poche. Et ça a marché parce que pendant le Final 8, le groupe était quand même assez proche. Aujourd'hui, moi, enfin, ça sent le point de non-retour. On avait déjà vécu la même situation avec Antero Henrique l'été dernier. Rappelez-vous, ils se parlaient quasiment plus. Il y avait plus de dialogue. Alors, j'ose espérer que le dialogue va être quand même maintenu avec Leonardo. Là, aujourd'hui, on apprend dans la presse que Leonardo va s'activer sur deux joueurs qui ont joué en Serie A, hein. Brozovic, bon, c'est un très bon profil. S'il arrive à le faire, franchement, c'est exceptionnel. Et puis Perisic, qui a joué au Bayern cette saison. Bayern ne l'a pas gardé. Donc ça pourrait peut-être satisfaire Thomas Tuchel, même si c'est pas des joueurs qu'il a choisis, mais ça on l'a déjà dit, c'est pas son rôle. Donc comment vous pensez que ça va se passer? Est-ce que ça va s'accélérer dans les 3 prochains jours jusqu'à lundi? Et si c'est pas le cas, si jamais l'équipe restait comme ça, est-ce que pour vous il y a danger, comme le dit Thomas Tuchel, ou est-ce que avec le tirage qu'on a eu, qui est ni bon ni mauvais, est-ce que l'effectif actuel peut suffire pour au moins faire la phase de boule de Ligue des Champions? Je rappelle qu'il y a Leipzig, Istanbul, Basaksehir et Manchester United. Alors, juste deux petites choses. Euh, je voulais rappeler que Mbappé avait fait une sortie sur le mercato aussi. Oui. Et en fait, quand je parlais de forme sur Leonardo, c'est que je pense que là, il fallait mettre un point. En gros, tout le monde parlait sur le mercato, Mbappé, Tourelle. En gros, je pense que pour moi, la forme, elle est bonne parce qu'il avait besoin de dire, bon, maintenant,
vous allez chacun rester à votre place. Mais j'aurais aimé qu'il le fasse aussi sur Mbappé quand il était au Canal Football Club et qu'il avait dit, parce qu'on est d'accord. Mais avec le sourire, on connaît, hein, c'est Leonardo. Non, il n'a pas besoin de le dire parce que nous sommes d'accord. Donc, voilà. quand il dit il n'a pas besoin de le dire, c'est déjà une petite pique pour Voilà. Mbappé. Donc ça, c'était le premier. Là, c'est le deuxième. C'est trop. Et moi, je pense qu'il a raison d'envoyer ce message. En gros, il y a un club, vous arrêtez de donner votre avis comme ça. La deuxième chose, c'est que Tourelle, on est en train de découvrir aussi son vrai visage, finalement. Il s'est caché pendant 1 an et demi, 2 ans. Oui et non. Le conflit Ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui connaissaient Thomas Tuchel, qui l'avait suivi à Mayence, à Dortmund, on connaissait le caractère volcanique. Le conflit avec le club, de c'est Thomas sa Tuchel. spécialité. C'est ça, exactement. Donc voilà, la dernière chose, c'est que les joueurs ont été entre guillemets avec lui au Final 8, mais c'était un contexte très spécial. Faut savoir quand même aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui blaguent sur l'histoire de Ney, 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 top, top, top. Oui. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'ils ont bien conscience qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas d'animation offensive, il n'y a pas de cohérence, c'est donner le ballon à Neymar ou Mbappé et débrouillez-vous. Donc les joueurs, ils ressentent tout ça. Et même si des fois on peut être énervé que les joueurs pensent un peu trop à ça, etc., ils sont sur le terrain, ils ont aussi besoin d'avoir quelque chose de cohérent sur le terrain. Voilà. Maintenant, pour revenir au mercato, Perisic, pourquoi pas? Mais Perisic, tu as Draxler, tu as Sarabia, tu as Di Maria, tu as Neymar ou Mbappé, voire les deux, qui peuvent jouer sur les côtés. Perisic, c'est pas un avant-centre. Donc pourquoi additionner un nouveau joueur attaquant couloir? Je sais pas. C'est plutôt couloir gauche ou couloir droit? Gauche, Enfin, ailier gauche ou les droits, ouais. Perisic? Gauche. Donc voilà. Après, Brozovic, oui, parce que ça correspond plus au profil qu'avait décrit Leonardo dans ce Parce fameux. qu'une association Brozovic-Verratti sur un milieu à deux, ce serait quand même pas mal. Voilà, ça c'est clair. La dernière chose, c'est que, alors, évidemment, quand tu as le meilleur effectif en qualité et en quantité, c'est très bien. Moi, j'ai pour habitude de me dire qu'il n'y a pas de vérité. Liverpool, en 2 ans, ils font finale de Ligue des Champions, ils gagnent la Ligue des Champions. Et si vous regardez bien, Tourelle, j'allais dire n'importe quoi, Klopp, il utilise 15-16 joueurs. Et en fait, les 17, 18, 19, ils apparaissent ponctuellement parce qu'il y a une hécatombe, parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a des suspendus. Mais normalement, ils jouent avec 15-16 joueurs. Donc, en plus, la Ligue 1, c'est pas la Ligue 1 qui va te tuer physiquement. Et la dernière chose, c'est que Chelsea, quand il gagne la Ligue des Champions en 2012, c'est peut-être le plus pauvre Chelsea des 8 dernières années. Donc, il n'y a pas de vérité. Mais pour moi, le message de Tourelle, c'est là qui me pose problème. C'est qu'en gros, n'attendez rien de nous. J'ai pas un groupe qualitatif, j'ai pas un groupe quantitatif. On va rien faire. En fait, c'est un discours un peu défaitiste et, voilà. et ça peut pas coller à l'image d'un club comme le PSG qui a beaucoup d'ambition en Europe. Hier, les entrées, je veux dire, c'est pas non plus les U17 qui sont rentrés. Donc, tu as quand même 16-17 joueurs qui tiennent la route, 4-5 jeunes, 16-17. Si effectivement, encore une fois, hein, si tu n'as pas 7 blessés, tu peux aller en Ligue des Champions, faire ton match avec tes 11 titulaires. Nicolas, est-ce que toi, tu es inquiet comme Tourelle? Je te repose la question. Hein. Est-ce que pour toi, si jamais l'effectif devait en rester là, s'il n'y a pas de nouveaux joueurs arrivés avant lundi minuit, 5 octobre minuit, pardon, est-ce que tu es inquiet ou est-ce que pour toi, comme le dit Yacine, malgré tout, tu as quand même de quoi faire sur le banc, au moins jusqu'à la prochaine fenêtre de mercato qui sera en janvier 2021? Est-ce que pour toi, au vu du tirage et au vu des forces en présence, c'est suffisant ou est-ce que tu es inquiet comme Thomas Tuchel et tu souhaiterais quand même un ou deux joueurs avant lundi? Et à quel poste si c'était le cas? Quand tu regardes le 11, encore une fois, le 11 titulaire, il n'a pas spécialement perdu en qualité, c'est quasiment le même. Tu sors Thiago Silva, tu mets à la place l'association Marquinhos et Kimpembe, c'est la même équipe. On est à quasiment la même équipe. On a récupéré Florenzi, on a gagné en qualité par rapport à Meunier, ou tout du moins on n'a pas perdu. Pour moi, le 11, il est bon. Après, là où je vais rejoindre Thomas Tuchel, et ça m'embête d'être d'accord avec lui, c'est que tu peux pas te permettre avec cette équipe d'avoir un ou deux joueurs blessés. Alors, ça dépend lesquels, hein. Mais demain, tu blesses Icardi, c'est catastrophique. Je te le dis. Parce que si tu blesses Icardi, tu peux plus mettre que Mbappé dans l'axe, ou alors un faux neuf. C'est-à-dire que tu changes tout ton système. Tu peux pas remplacer Icardi juste par un autre joueur. C'est pas possible. Après, je te parle même pas si on casse un Mbappé ou un Neymar. Alors là, l'animation offensive, je sais pas où est-ce qu'on va la retrouver. Donc,
Je suis un peu d'accord sur Tourelle sur ce côté. Il manque quand même un ou deux joueurs que tu peux faire rentrer. Sur Donc, le selon 11, toi, c'est non. plus une doublure à Oui, mais Icardi le plus important. regarde, l'an dernier, tu avais trois attaquants. Tu avais trois neufs. L'an dernier, tu n'en as plus qu'un. Donc, il y a quand même. Là, on s'est quand même appauvri. Et Après, Kalimundo doit partir en prêt en plus, hein, en donc, plus. Parce que d'ailleurs, pour le coup, si on n'a pas une recrue, ce serait vraiment très très bête de laisser partir ce gars. Mais après, je suis pas d'accord sur le fait qu'il faille recruter un défenseur central. Pour moi, on a les quatre, c'est suffisant. Recruter un milieu, on l'a déjà dit, si c'est pour reprendre un mec dont on a déjà le profil, ça n'a aucun intérêt dans le secteur défensif. Donc oui pour un Bakayoko, parce qu'effectivement, on va avoir un joueur avec un profil différent. Si c'est pour prendre Bakayoko qui se rapproche de Naples, de a Naples, priori, ça pourrait se faire ce week-end. Ouais. mais si c'est pour reprendre un Verratti bis ou un Paredes ou un Herrera, ça n'a aucun intérêt. Offensivement, c'est pareil. Dele Alli, comme le dit Yacine. Tu as Draxler dans ce rôle-là. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec un Dele Alli? Donc, il faut recruter, mais sur des profils. Pour moi, il faut que deux joueurs. Voilà. Il faut une doublure à Icardi et il faut un milieu avec de la taille et de la puissance. Pour moi, il n'y a que deux joueurs qui manquent dans cet effectif. Si c'est aller chercher 3-4 mecs juste pour dire, voilà, on vous ramène du monde, mais qui vont en servir à rien, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, Yacine, sur la passe d'armes Leonardo Tuchel? Est-ce que tu vas ajouter autre chose ou on finit sur le groupe de Ligue des Champions? Non, moi, juste pour finir, je pense que, pour moi, contrairement à Nico, parce qu'il a donné son avis tout à l'heure sur Tourelle, moi, je pense que c'est fini. Moi, je pense que la déclaration, elle était préparée par Leonardo, quel que soit le résultat du match. Et que si, quand il s'avance à parler de club qui n'a pas été content, je pense que le vrai mot, il est là. Et C'est puis pas surtout, ça va se régler en interne. On va voilà, voir, il a dit, on va voir ce qu'on va faire en interne. voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, il a déjà échangé avec Nasser ou avec Doha carrément, en disant c'est pas possible. On peut pas parler du club comme ça. Donc moi, je pense que c'est fini. Et je pense que s'il a pris aussi les devants là-dessus, c'est qu'il sait déjà qui va être le prochain entraîneur du Mais le PSG. problème, Yacine, c'est qu'il n'arrête pas de répéter, Leonardo, qu'il y a des problèmes d'argent, qu'il y a Oui, des mais problèmes économiques, mais ça coûterait cher, ça coûterait entre 10 et 15 millions de oui, licencier mais Thomas Tuchel et son staff. s'il s'avance comme Ensuite, ça, c'est peut-être que Doha lui a donné le truc de dire peut-être aussi, c'est oui. pas, écoute, c'est pas grave, les 15 millions, tant pis. Maintenant, il faut les mettre, il faut arrêter là. Voilà. Moi, je pense que sa déclaration, elle dit tellement de choses que pour moi, c'est terminé. Et connaissant Tourelle, son caractère qu'il a démontré depuis plusieurs années, sauf 18 mois au PSG où il s'est caché avec son sourire, etc. Même pas, parce qu'avec Antero Henrique, ça a vite pété, hein, donc c'était Oui, oui, quelques mois oui. en fait. Mais je parle de conférences de presse et tout, Oui, alors oui, qu'il est oui. il est beaucoup moins souriant aujourd'hui. On a l'impression qu'il est tout le temps sous tension, quoi. Donc moi, pour moi, c'est fini. Voilà. Ok, très bien. Par contre, tu Vas-y, vois, juste Nico. dernier truc là-dessus, il n'y a quand même pas un club en Europe où on voit un directeur sportif et un entraîneur se prendre la tête comme ça par médias interposés, quoi. C'est hallucinant quand même d'avoir ce manque dans l'organigramme, Conte, d'avoir, il me semble que la saison dernière, fin de saison dernière, contre Conte, le ouais, directeur sportif de l'Inter, ça chauffait. Il me Si, si, semble, hein. comptez tous les ans, même à Ça Chelsea. chauffait bien même. Comptez le mercato, c'est sa spécialité. mais En fin de saison, tu vois, là, ça manque quand même encore dans ce club d'avoir une structure quand même vachement plus pyramidale avec un président fort qui sait taper sur la table en disant stop, messieurs, quoi. Nico, Moi, j'allais citer Barcelone en exemple, en te disant, vu ce qu'on voit ces derniers mois à ouais, Barcelone, bon, on est le encore un Barça, peu épargné à Paris, ça va encore, tu j'avoue, vois. j'avoue, j'avoue sur le Barça. Mais tu vois, c'est problématique parce que ça va forcément rejaillir un moment sur ton groupe, ça. Tu peux pas avoir ce genre de conflit en permanence. Et En puis fait, surtout, il y a- ça nuit à ton travail en ce moment. Toi, tu es quand même dans une période où tu as besoin de. On parle, il faut trouver des idées, il n'y a pas d'argent, c'est compliqué pour tout le monde. Tu as déjà un entraîneur, un directeur sportif qui ne peuvent pas se saquer. Ça veut dire que quand Leonardo a une piste, tu sais déjà que Tourelle, par principe, il va dire non. Quand Tourelle va émettre une idée, Leonardo, il doit écouter en rigolant, en disant oui, oui. Et puis en fait, dès qu'il sort du bureau, il sait que c'est terminé. C'est pas étonnant quelque part le mercato du PSG. Comment tu veux travailler avec efficacité quand les deux personnes censées te mener ton mercato sont pas foutues d'être d'accord, ne serait-ce que pour se parler au quotidien. Donc, s'il n'y a pas de recrue cet été, enfin s'il n'y a pas de nouvelle recrue là d'ici lundi, on saura pourquoi. Et Moi, en fait, oui, Yacine, je te donne la parole, j'avais une petite réflexion. C'est vrai que ça fait deux fois qu'après deux événements, on va dire, plutôt heureux, qu'on gâche ça par des polémiques. On fait un final 8. On perd en finale, certes, mais on perd face au Grand Bayern. On n'a rien à regretter, sauf peut-être de ne pas avoir mis assez d'ingrédients. Mais bon,
on se fait éliminer quand même par le meilleur club du monde. Donc, malgré tout, c'est quand même une fierté d'être sorti de finale. Bim, badaboum, juste derrière, tu as la polémique sur Ibiza et un début de saison donc complètement tronqué. Et hier, c'est peut-être le match, un des matchs les plus aboutis depuis la reprise, avec un score fleuve. Et en fait, on n'a pas du tout parlé du match. En tout cas, je parle dans la presse. Nous, heureusement, on a quand même fait 40 minutes sur le match. On a été sérieux. Mais c'est vrai que tout de suite, ça a été occulté par la guéguerre entre Thomas Tuchel et Leonardo. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que si effectivement on garde Tuchel toute la saison, eh ben, j'ai peur que toute la saison, ça va être des petites passes d'armes entre les directeurs sportifs, le coach. Quand ça va mal jouer, bah, Leonardo va en parler dans la presse. Et puis, Tuchel risque de lui répondre. Et puis, tu as le groupe au milieu qui vit ça un peu, parce que j'imagine que le groupe hier, quand il a vu les déclarations de Leonardo, bon, ça a dû faire parler, ça a dû jaser, j'imagine. Donc voilà, moi, c'est la crainte que j'ai pour cette saison, si Thomas Tuchel reste. Alors, soit les deux hommes, faut qu'ils se parlent mardi, après le mercato, faire le point, le bilan. Et comme l'a dit Leonardo, si Tuchel n'est pas content, comme le disait Chevènement à l'époque, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule, et ben là, c'est un peu pareil. Donc voilà, en espérant qu'il y ait une discussion et qu'on puisse repartir pour une saison une fois que la période de mercato est passée. Tu voulais ajouter un dernier mot, Yacine? Ouais, c'était juste que faut pas non plus se laisser endormir par Tourelle dans le sens où il a cité les 3 clubs qui ont recruté, tous les autres, ils n'ont pas recruté. Il faut savoir que le Real Madrid n'a pas recruté, Barcelone, c'est compliqué, voilà. La Juve a du mal à faire des joueurs. Ils ont été en contact avec plein de joueurs, mais ils ont pratiquement pas recruté. Donc, faut pas se laisser endormir. Il a cité les 3 seuls clubs qui avaient un peu d'argent pour recruter. Il y a quand même C'est un vrai. paquet de clubs. Le Bayern n'a pas recruté. Enfin, je veux dire, voilà, à un moment donné, Mais faut, tu faut sais être aussi lucide pourquoi, sur la Yacine, c'est situation qu'il y a économique. beaucoup de clubs sont dans la même situation que Paris, c'est qu'il faut que d'abord Ouais, vendre, ils voudraient bien acheter. Mais il faut c'est ce que je vendre. dis. C'est Donc, ça. tout le monde est dans la même situation. Il y a 3 clubs Exactement. qui ont réussi à s'en sortir. Il les a cités en exemple, mais c'est les seuls. C'est les Dont seuls. Chelsea, qui n'avait pas pu recruter pendant Pendant 18 ou un an. 24 mois. Donc ils avaient les caisses pleines. Nico, Après, le souci aussi, c'est que les autres clubs n'ont pas été aussi affaibli par les départs. C'est ça aussi le problème de Tourelle, c'est qu'il a quand même perdu des joueurs. Ça, tu peux pas voilà, on peut pas non plus lui enlever ça. Il faut reconnaître que quand tu perds ton capitaine, ton meilleur buteur, et puis les petits jeunes qui sont partis, et puis enfin, toi, il y a quand même, on peut pas nier que l'effectif, il est un peu léger par rapport à l'an dernier. Après, juste pour finir sur cet épisode entre les deux, c'est que si on occulte l'aspect financier, si effectivement Doha a dit à Leonardo, OK, maintenant tu mènes ta baraque et si tu dois le virer, tu le vires, là effectivement, ça change complètement la donne. Et là, je vais rejoindre Yacine et je pense qu'effectivement, Tourelle, il va pas faire de vieux os. D'abord, parce que lui, avec son caractère, il va monter encore plus dans les tours et ça va péter dans tous les sens. Vous vous rappelez comment ça s'était fini à Dortmund? Imaginez s'il part dans les mêmes tours ici à Paris. Et puis derrière, tu as un actionnaire à Doha faut pas non plus oublier le personnage, les personnages et le caractère qu'ils ont. Euh, il suffit qu'ils regardent un mauvais épisode de Derrick à la télé, le lendemain, ils décident de virer Tourelle. Tu vois, non, mais ça va très vite avec eux. Donc, effectivement, si cet aspect financier, on l'occulte, là, je pense qu'effectivement, Tourelle, il peut se faire des soucis. Il peut vraiment se faire des soucis. deux petites choses aussi sur le recrutement du Paris Saint-Germain. On a vu, peut-être ça a été aussi peut-être une erreur de la part du club, qui a peut-être moins bien travaillé que certains clubs. Je pense notamment, par exemple, au fait que l'Inter a anticipé et a recruté assez tôt Hakimi. Le Dortmund, du coup, avait anticipé avec Thomas Meunier. Chelsea, pareil, avec Thilo Werner. Nous, on n'a pas su faire ça aussi. C'est-à-dire Leonardo savait, dans son esprit, parce qu'il l'avait dit assez tôt, que c'était fini pour Cavani, en tout cas pour Cavani et Silva, même s'il a tenté de faire marche arrière au moins pour Silva. Mais c'est vrai que comme il savait ça depuis le mois de janvier, février, il n'a pas anticipé de son côté. Et ça, pour moi, c'est aussi une erreur de Leonardo. Et dernière chose aussi, tu parlais d'un éventuel remplacement de Thomas Tuchel. Et on en parlait avec Yacine. Il y a une piste dont personne parle et qui serait peut-être à explorer. Ce serait la piste Thiago Motta. Il a validé son diplôme UEFA A, c'est bien ça, Non, pro. UEFA Pro, pardon. Et à l'image de la Juve qui a donné les responsabilités à un Pirlo, c'est la dernière question que je vous pose parce qu'on n'aura pas le temps de parler de la Ligue des Champions. Mais comme il y a la trêve internationale, je dis à nos auditeurs qu'on fera un spécial pool de Ligue des Champions la semaine prochaine.
Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, dernière question, l'idée Thiago Motta, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, rapidement? Vas-y, Nico. Vas-y, Merci, Nico. merci. Ouais, Nico. Écoute, il y a deux points de vue sur ce genre de profil. Le premier, c'est qu'il manque d'expérience et qu'il faudrait qu'il aille un petit peu s'aguerrir dans des divisions inférieures, un peu comme a fait Zidane au Real Madrid. Et puis, tu as aussi le point de vue de dire que c'est un joueur qui sera apprécié par le groupe, qui connaît déjà le club, qui a une vraie connaissance du football, qui a des idées qui sont plutôt intéressantes. Et après, bah, il faut faire la part des choses et puis il faut prendre le pari ou pas. Moi, je pense qu'il est encore un peu tendre. Je ne sais pas si ce serait un cadeau de lui donner le vestiaire du PSG tout de suite parce que bah, Paris, il y a toujours des problèmes. C'est pas forcément simple. J'aurais plutôt tendance à miser sur un profil comme un Allegri, quelqu'un que Leonardo va aller chercher parce qu'il connaît bien. Mais si jamais c'était Thiago Motta, je serais curieux de le voir. Mais j'y crois pas trop quand même. Ça me Alors, semble un petit peu tôt. tu parlais de son expérience. Je rappelle que Thiago Motta a entraîné une saison l'équipe U19 du Paris Saint-Germain. Et il me semble que c'était 3 ou 4 Quelques mois. matchs. Ouais. Voilà, à peine un trimestre au Genoa. Ça s'est pas très bien passé. Et ensuite, il a été limogé. Donc ça, c'est pour l'expérience. Yacine, pour conclure, l'idée Thiago Motta, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'ai tweeté quand il a eu son diplôme. Donc, moi, je pense qu'en fait, quand il y a un jeune entraîneur comme ça, il faut savoir avec qui il s'entoure. Et le staff, il est hyper important dans sa gestion. Parce que Thiago Motta, je pense qu'il a des vraies idées sur le jeu, il avait déjà de toute façon sur le terrain le profil du futur entraîneur Et puis, il a été formé à Barcelone. aussi. Donc voilà, moi, en fait, aujourd'hui, j'ai moins d'avis tranché de me dire, tu es obligé de prendre quelqu'un qui a déjà un passé, parce que finalement, chaque contexte est différent. Est-ce qu'il vaut mieux bien connaître le club où tu vas sans avoir de passé, ou avoir un passé, mais pas correspondre à l'environnement de ton club? Voilà, Quique Sétienne, La il avait un minute passé. philosophique de Yacine. Non, mais tu vois, Quique Sétienne à Bien Barcelone, sûr, bien sûr. ce qu'il a fait avant en termes de jeu, c'était exceptionnel. Il arrive à Barcelone, il s'est fait bouffer par l'environnement. Donc, il n'a pas fait ses vrais choix, il n'a pas mis en place. Après, Yacine, on a souvent cité en exemple les jeunes entraîneurs allemands comme Nagelsmann, Ouais. comme Klopp en son temps, comment on appelle ça, Thomas Tuchel, d'autres. Euh, Donc, c'est pour ça. pourquoi ça marche en Allemagne avec des jeunes entraîneurs qui n'ont en plus pas forcément de passé de joueurs pro et dans d'autres pays, Mais ça n'a le pas truc, c'est que. forcément fonctionné. Regarde, ah si, ça marche en France. Regarde, on a Stéphane à Rennes, ça marche très bien aussi, toi. C'est Après, vrai, tu as raison. ce qui est important, encore une fois, c'est de voir le club dans lequel tu commences. Ces jeunes entraîneurs allemands, ils n'ont pas été propulsés à la tête du Bayern du jour au lendemain. Il y a des Voilà. étapes. C'est ça, c'est mon seul bémol sur Thiago Motta, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une étape intermédiaire? Le Genoa, elle n'a pas été assez longue, je pense, pour être vraiment importante pour lui. Est-ce qu'il ne manque pas une petite étape dans son cursus pour arriver sur le banc du PSG? Peut-être que non, hein, je ne sais pas. Mais ce serait peut-être le seul bémol. Mais est-ce que peut-être aussi, à contrario, est-ce qu'avec les principes de jeu que veut mettre en place Thiago Motta, est-ce que le Genoa, pour lui, c'était en termes d'effectifs trop court pour pouvoir aussi appliquer ses principes de jeu? On peut aussi tourner la question à l'envers. C'est pour ça que moi, j'ai plus de certitude. Avant, je me disais toujours, il y a certains clubs où il faut un mec aguerri, qui a une expérience. Franchement, aujourd'hui, je sais plus. Quand on voit effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Juve qui prend le risque avec Pirlo. D'ailleurs, euh, ça donne quoi, Pirlo, à la Juve, en 30 secondes? Si tu as pu ouais, les voir, je ne sais pas, Nico, si tu en sur as les, pu voir un peu. sur les, sur les, pre- sur Non, les j'ai pas vu premiers le matchs, format. sur les premiers matchs, il y a des idées. Après, ça fait qu'il y a 3 journées en Italie. C'est pas significatif. Maintenant, on sent qu'il y a des idées qui sont mises en place, il y a des choses qui avancent dans le jeu de la Juve. C'est pas du tout le même jeu que l'année dernière. Voilà, après, tu peux pas juger un entraîneur sur 3 matchs. Donc, il y a des choses. Maintenant, c'est pareil, une saison. En fait, un entraîneur, il juge aussi au moment où tu es dans le dur. Si la Juve perd 2 matchs, c'est là où on va réellement voir est-ce que Pirlo est capable de gérer un grand club ou pas. Euh, Après, ouais, tu as raison. Et après, Thiago Motta, c'est vrai qu'économiquement parlant, ça peut être aussi intéressant pour le PSG parce que ça ne va pas demander le même salaire qu'un coach comme Massimiliano Allegri ou Pochettino. Donc, ça peut aussi. Par contre, moi, j'en avais déjà discuté avec quelques tweetos qui m'avaient posé la question. Si tu fais venir quelqu'un comme Thiago Motta, enfin, lui, il viendra pas pour faire le bouche-trou, pour compléter les 7 8 mois qui restent et laisser sa place à quelqu'un d'autre. Ça, il ne l'acceptera pas. S'il vient au PSG, c'est pour travailler et qu'on lui fasse confiance.
Après, il faudra voir la relation qu'il a avec Leonardo. Je rappelle que c'est Leonardo qui l'a fait venir en 2012 au Paris Saint-Germain. Et qu'à l'époque, Thiago Motta, qui jouait à l'Inter, avait accepté même de baisser son salaire. Donc c'est plutôt un exploit de Leonardo. Quand il veut, il sait faire aussi. De toute Donc façon, voilà, écoutez, ouais, juste une chose, un entraîneur doit signer 2 ans minimum. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de contrat d'1 an. En fait, en France, un Oui, entraîneur... je sais bien. Non, Je mais sais voilà, bien, mais tu c'est sais très bien que tu peux après non, mais l'envoyer dans un club au en France, Qatar. Enfin, il y a toujours une. Tu vois, il y a il y toujours a des pays, il y a des pays où tu peux signer 5 mois. Oui, oui, mais en France, c'est 2 ans, tu as raison. Voilà, Ouais, déjà. Après, pour finir avec lui, ce qui est important, de toute façon, ce qui va compter sur ce genre de profil, c'est l'adhésion du vestiaire. Et c'est vrai que Thiago Motta, il a la carrière, il a l'aura, il Et puis il est a. italo-brésilien. Donc Oui, il peut parler à tout le monde dans le vestiaire. tu sens quand même que s'il débarquait demain, il y aurait forcément une adhésion du vestiaire parce qu'il dégage quelque chose. Voilà, il est légitime par rapport à son passage à Paris et par rapport à sa carrière. C'est sûr que si demain tu propulses Choupo-Moting entraîneur, c'est pas le même accueil, tu vois, du vestiaire. Donc après, Après, il ce n'a pas un côté-là déjà. caractère facile aussi, Thiago Motta, du coup. Hein. Non, mais toi, ce côté-là, voilà, il arriverait avec déjà une adhésion, je pense, du vestiaire. Et puis si très vite il met un de jeu qui met en avant les qualités des Neymar, des Mbappé, où les joueurs vont prendre du plaisir, et c'est justement ce que lui cherche, c'est quand même de pratiquer du beau jeu, tu sens que ça peut coller. Maintenant, oui, comme le dit Yacine, c'est voir après dans la tempête, dans une mauvaise série, comment il va gérer ça. Là, c'est impossible de savoir à l'avance, quoi. Bah, écoutez, messieurs, il reste 3 jours. Hein, on a jusqu'à lundi minuit pour voir ce que va faire Leonardo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Là, on est en trêve internationale. C'est 2 semaines, Yacine, hein, c'est ça, la trêve, hein. Ouais. 2 semaines. Donc, Qui approche. voilà, on fera un numéro spécial tirage de Ligue des Champions la semaine prochaine. On l'annoncera sur les réseaux, on verra si on le fait lundi, mardi. Et je vous remercie, Nico. Merci d'avoir participé au podcast. Alors qu'on Plaisir. est samedi et je sais que là, juste après, tu vas chasser le sanglier dans la forêt de Rambouillet. Ça. Merci aussi à Yacine d'être Merci à là, vous. d'être venu faire le débrief un samedi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne Ciao. journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.